Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Cédric Passard. Vraiment enchanté de vous accueillir aujourd'hui dans la librairie Canopée de la rue du Four, dans ce bel endroit, pour parler d'un ouvrage formidable. De quoi se moque-t-on? Satire et liberté d'expression, qui est paru récemment et que vous avez co-dirigé avec Denis Ramon. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille, chercheur au CNRS. Vous êtes notamment l'auteur en 2015 de L'âge d'or du pamphlet, paru en 2015. Vous êtes une figure, je dirais, de plus en plus identifiée de Réseau Canopée, puisque vous avez différentes collaborations avec l'établissement et notamment vous avez animé un webinaire traitant du sujet de la caricature et de la liberté d'expression que l'on peut consulter en ligne et que j'invite tout le monde à découvrir car il était tout à fait passionnant. Je le disais, un ouvrage dirigé en 2020 avec Denis Ramon, docteur en sciences politiques qui enseigne à Sciences Po Paris. Cet ouvrage collectif intitulé « De quoi se moque-t-on? Satire et liberté d'expression » qui nous réunit aujourd'hui. Et vous avez bouclé cet ouvrage il y a un an tout juste, puisque vous aviez appris l'attentat commis contre Samuel Paty au moment où vous le terminiez. Et vous avez d'ailleurs décidé de lui dédier cet ouvrage. Je crois que c'est aujourd'hui, un an après, au moment où partout dans le pays se multiplient les hommages à ce professeur d'histoire-géographie assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression dans le cadre d'un cours d'enseignement moral et civique à des élèves de 4e. C'est peu dire que nous avons besoin de repères pour aborder sereinement ce sujet au centre des enjeux de liberté d'expression et de démocratie. Et s'il fallait résumer l'objet même de cet ouvrage, je dirais qu'il tend à répondre à des questionnements, à des interrogations sur les conditions historiques et sociales de possibilités, pour paraphraser un morceau de cet ouvrage, les possibilités d'accessibilité de la satire en fonction des contextes historiques, sociaux, culturels. Vous avez réuni parmi les meilleurs spécialistes, universitaires, chercheurs d'horizons et de disciplines multiples, philosophes, historiens, mais aussi des penseurs des sciences sociales, des sciences politiques, sciences de l'information et de la communication, des sciences de l'éducation, des sciences du langage, mais aussi du droit. Et l'ouvrage que vous allez nous présenter est construit dans une trame en 3 parties principales, je dirais. D'abord, la construction de la satire entre conventions artistiques et normes juridiques. Une deuxième partie sur l'évolution de la satire dans ses formes, dans ses supports, mais aussi dans les cibles qu'elle prend. Les tensions, enfin, et les polémiques que cet art complexe ne manque jamais de susciter, et la période que nous vivons nous l'illustre au quotidien. Ce travail offre une mise en perspective salutaire, véritablement, qui permet de prendre le recul nécessaire en ces temps troublés que j'évoquais, par la violence des attentats et des atteintes quotidiennes que l'on peut vivre dans les expressions aux valeurs de la République. Une mise en perspective salutaire dont les enseignants ont évidemment besoin pour aborder les questions de la liberté d'expression, du dessin de presse, de la caricature, de la satire, avec des élèves nés à l'ère digitale, avec parfois une nouvelle grammaire et qui n'ont pas toujours, c'est le moins que l'on puisse dire, les connaissances pour pouvoir déchiffrer, évaluer, analyser de façon critique ces objets si particuliers de la satire qui sont nombreux, diverses. Pourtant, de Bouvard et Pécuchet au Gorafi d'aujourd'hui, de Daumier à Charlie Hebdo, nous avons plus que jamais besoin de la satire, qu'elle soit vulgaire ou non, car elle est un élément constitutif de nos sociétés démocratiques, et nous pourrions même dire qu'elle en est la condition sine qua non, le souffle indispensable. Un souffle que veulent éteindre tous les adversaires de nos libertés, et les questions que nous allons nous poser maintenant avec vous tournent autour de ce qui peut définir la satire, comment celle-ci s'est construite au travers du temps, entre conventions artistiques et règles juridiques, comment elle a évolué, et finalement quelles sont les conditions qui la rendent possible et acceptable. Et je voudrais terminer en réitérant mes remerciements et en disant que cette rencontre, nous la dédions bien évidemment à la mémoire de Samuel Paty.
Merci beaucoup Serge, merci pour cette présentation. Merci aussi à la librairie Canopée, à Virginie Racine ici pour l'invitation. Je suis très heureux d'être présent ici pour présenter cet ouvrage et surtout en discuter avec vous ensuite. Alors il n'est jamais simple de parler vraiment sérieusement de l'humour de manière générale. C'est moins simple encore peut-être dans un contexte finalement qui a donné une forme de gravité inattendue à ce sujet-là et à cette question de la satire. Ça a peut-être d'une certaine manière conduit les chercheurs en sciences sociales et sciences humaines, au-delà même de l'assassinat de Samuel Paty, l'actualité tragique autour d'abord de l'assassinat de Charlie Hebdo, à prendre au sérieux cette question qui était cette question de la satire ou de l'humour qui a pendant été longtemps pas forcément étudiée justement dans les sciences historiques ou humaines ou sociales. Il y a Antoine Debac qui est un historien qui dit la chair est triste, la chair universitaire, hein, chair E avec un E, est triste et effectivement pendant longtemps on considérait que c'était peut-être un peu futile que de s'intéresser au rire, à l'humour comme si c'était pas quelque chose de très important. Aujourd'hui c'est plus le cas, aujourd'hui il y a beaucoup de travaux dans le cadre des sciences sociales, des sciences humaines, aussi évidemment dans les questions plutôt pédagogiques hein, relatives aux sciences de l'éducation et comment pouvoir enseigner ces questions au lycée ou à l'école et peut-être dès le collège ou l'école primaire. Et il y a toute une science du rire, alors on l'appelle aujourd'hui pompeusement la gélotologie, voilà, mais sans utiliser forcément ces mots pompeux, qui était à l'ambition de ce livre avant évidemment l'actualité tragique de l'année dernière, puisque en fait c'est au départ un ouvrage qui est issu d'un colloque qui avait eu lieu en 2018, c'était de faire un peu un panorama de ces différentes études qui existent dans des disciplines qui ne dialoguent pas toujours entre elles, et donc c'était de mettre justement en discussion à la fois des philosophes, des juristes, des sociologues qui ont tous leur regard disciplinaire, mais sur cet objet qui est celui de l'humour, du rire, de la satire. Et donc on a, vous l'avez rappelé gentiment, 19 auteurs, donc je ne vais pas les présenter, ce serait un peu long, mais voilà, vous les avez ici, donc qui appartiennent à des générations différentes, mais qui sont toutes et tous des personnes qui travaillent sur cette question-là de manière soit très récente, soit de manière plus ancienne. Donc effectivement on se trouve dans un contexte où la satire est à la fois valorisée comme un élément de la liberté d'expression, de la démocratie, et en même temps où elle apparaît quand même sous étroite surveillance hein, et où elle est devenue une pratique même assez risquée. Et donc effectivement, nous, l'enjeu de l'ouvrage et du colloque avant cela, c'était de partir justement de cette observation. On n'avait pas eu, encore une fois, l'assassinat de Samuel Paty, mais il y avait quand même eu déjà ces attentats contre Charlie Hebdo. Donc, effectivement, nous, c'était cette question-là qui nous intéressait, sachant que Charlie Hebdo est un des rares journaux aujourd'hui à prolonger une vieille tradition satirique qui existe en France depuis très longtemps, mais qui a connu, on va dire, son âge d'or au 19e siècle. Donc, bon, on a Charlie Hebdo, on a un peu le Canard enchaîné aussi, mais qui n'est pas tout à fait dans le même registre. Mais au-delà de ces attentats, au-delà de, évidemment, ces moments dramatiques, on a un ensemble de controverses hein, qui sont aujourd'hui assez régulières dans le débat public et qui nous questionnaient aussi sur des discussions, des polémiques sur des dessins de presse, alors qui touchent la France, hein, mais qui ne concernent pas que la France. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on observe aussi dans d'autres pays. Vous savez que le New York Times, par exemple, avait abandonné en 2019 le recours au dessin de presse. Hein, et désormais, il n'y a plus de dessin de presse dans le New York Times. Donc ça montre qu'il y a il y a des polémiques, hein, il y a des discussions, que finalement, cette pratique de la satire, de la caricature, elle devient un enjeu assez chaud, hein, un sujet assez chaud dans le contexte de nos démocraties, de nos sociétés même, et ça alimente des discours qui peuvent être des discours finalement un peu contradictoires, mais qu'on voulait interroger, pas pour les entériner, mais plutôt pour les mettre à distance, pour les questionner. Mais d'un côté, c'est vrai qu'on entend dire du coup qu'on ne pourrait plus rien dire, bon, ce qui est toujours délicat, parce que ça supposerait il y a eu des moments où on pouvait tout dire, ce qui est évidemment, comme on se le disait avant, toujours risquer d'embellir le passé et de considérer qu'il y a eu des périodes
période de libre expression totale. Mais en même temps, on a aussi des discours un peu contradictoires qui disent au contraire que l'esprit aujourd'hui d'irrévérence, de dérision est omniprésent et que finalement on disqualifierait tout esprit de sérieux, notamment avec les médias qui parfois encouragent des rires un peu forcés. Et donc finalement le rire serait devenu une injonction sociale et donc au fond on ne rirait plus vraiment puisque ça deviendrait une contrainte. Donc on a ces discours qui sont des discours qui circulent dans l'espace public, qui ont chacun leur fondement, c'est-à-dire qu'évidemment ils ne sont pas complètement faux, ils ont aussi parfois disons leurs aspects un peu eux-mêmes caricaturaux dans certaines formulations. Nous on voulait plutôt les mettre à distance, plutôt partir de là pour questionner de manière sereine, on va dire, la manière dont la satire aujourd'hui justement interroge la liberté d'expression, les limites qu'on peut lui poser dans une contexte où évidemment la satire a pris peut-être encore plus qu'avant justement le symbole de la liberté, est devenu le symbole de la liberté d'expression et de fait évidemment la satire est un élément de bonne santé démocratique au sens où évidemment dans les régimes autoritaires, dans les régimes non démocratiques on ne peut pas se moquer du pouvoir ou des autorités religieuses, de l'armée, donc finalement c'est en démocratie qu'on peut se permettre de se moquer et donc évidemment, en ce sens, la satire est bien sûr un symbole important démocratique. Et pour autant, c'est évidemment dans cette fameuse article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, et on peut dire que la satire, en ce sens-là, est évidemment l'expression d'un droit de l'homme, un droit humain, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on peut non plus forcément tout dire en démocratie, et que la liberté d'expression, c'est la liberté de tout dire. C'est-à-dire que même dans nos démocraties, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme le rappelle, il y a des abus possibles liés à la liberté d'expression. Toute la question, c'est effectivement de définir ces abus, parce que justement, dans les régimes, même qui sont les régimes autoritaires ou les régimes totalitaires, on est dans des situations où souvent le principe de la liberté d'expression peut être reconnu formellement, mais en fait vidé de sa substance, parce que derrière, on va mettre justement un ensemble de dispositifs ou de dispositions législatives ou légales en tout cas, qui vont venir en vider le contenu en disant finalement on n'autorise pas l'insulte au gouvernement, on n'autorise pas toute atteinte à l'honneur de la patrie, le délit de blasphème, etc. Et donc on a un ensemble de dispositions qui viennent enlever la réalité de ce principe de la liberté d'expression. Donc en fait, toute la question, toute la problématique tourne autour de la définition parfois de ces abus. Quelles sont les limites acceptables, légitimes, dans un contexte démocratique à l'expression, et notamment à l'expression satirique. Et c'était un peu notre point de départ, sachant que, disons, justement, la satire est un bon terrain pour étudier ça, dans la mesure où, de fait, par définition, la satire, c'est une pratique qui vise à outrer, qui vise à provoquer, qui vise à tester les limites, voire à les transgresser. Et donc, c'est un terrain tout à fait intéressant pour poser la question de ces frontières, finalement, du juridiquement, du politiquement, du socialement acceptable. Alors là aussi, si on veut utiliser un mot un peu pompeux, mais moi je l'aime bien, on peut dire que la satire, elle joue le rôle de l'imonologue. L'imonologue, c'est un mot qui veut dire ça trace des frontières. Moi, je reprends toujours ce mot que je ne sais pas pourquoi j'affectionne. Et donc, donc on est parti à la fois de ce contexte où, bien sûr, si on doit se limiter à des formes de satire qui ne blesseraient personne, on risque de ne plus avoir beaucoup de satire, et en même temps quand même un certain nombre de travaux universitaires qui peuvent remonter même à loin. On peut remonter jusqu'à Bergson, et puis des travaux plus récents, je vous ai mis celui de Michael Billig qui est assez connu, qui insiste quand même sur le fait que malgré tout le rire peut être aussi parfois le support d'idéologies haineuses, ou que le rire, c'est ce que disait Bergson, il y a toujours un petit fond de méchanceté derrière, jusqu'où on l'accepte, jusqu'où on peut accepter ça. Alors nous, et parfois aussi, disons, l'excuse humoristique, ce n'est qu'une blague, et donc ça permet de dire des choses qui sont finalement pas forcément complètement acceptables. Alors c'est des questions qu'on peut poser sous une forme un peu normative, et dans l'ouvrage il y a effectivement des philosophes qui donnent leur avis là-dessus, avec des approches d'ailleurs qui dans l'ouvrage peuvent être parfois un peu différentes. Chacun n'a pas la même
sensibilité. On a voulu avoir une approche quand même assez ouverte dans les perspectives. Mais nous, l'objectif, c'était pas dans l'ouvrage d'essayer de tracer ce qui serait, selon nous, les bonnes limites ou les mauvaises limites, dire il y a la bonne satire ou la mauvaise satire. C'était plutôt d'essayer d'observer comment, comme vous l'avez dit Serge, comment il y a des contraintes aujourd'hui qui s'imposent à l'exercice de la pratique satirique, les conditions qui rendent aujourd'hui certaines satires acceptables ou au contraire qui les rendent illégitimes, dans la mesure où justement la satire elle pose aussi question, évidemment là je dis des évidences, mais dans le fait que elle repose sur l'ironie, le second degré, le sous-entendu, et que du coup il y a toujours justement une ambiguïté, d'où le titre de l'ouvrage, sur de quoi on se moque vraiment. Par exemple, si on caricature le racisme, évidemment, est-ce que la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on se moque du raciste ou est-ce qu'on se moque des cibles du raciste, Et donc, il y a parfois ces ambiguïtés-là, et chacun peut jouer en fonction de est-ce que je le lis de manière littérale au premier degré ou au second degré, d'où les polémiques ou les controverses qu'on trouve souvent entre ceux qui vont dire que c'est un discours en fait derrière l'humour qui est sérieux, et puis d'autres qui vont dire non, c'est un discours fin. Donc voilà un peu la problématique générale qui était la nôtre. Donc je vous propose, je ne vais pas faire résumer tout l'ouvrage, mais simplement de vous présenter quelques moments importants sur d'abord ce que c'est que le registre satirique, peut-être en rappelant quelques éléments qui sont connus déjà de vous, mais pour revenir un peu sur l'histoire de la satire, et puis finalement pour revenir ensuite et enfin peut-être de cette discussion ou avant la discussion en tout cas sur l'actualité et sur les questions contemporaines et sur l'espace de la satire aujourd'hui. Alors si on remonte loin, je vais pas aller trop loin, mais si on veut d'abord définir ce que c'est que la satire, évidemment le terme satire, l'étymologie vient du latin, c'est d'abord un terme qui renvoie à des pièces de théâtre qui sous l'Antiquité romaine mélangeaient la musique, les paroles en vers, en prose, des danses, des chants, mais qui avaient pour caractéristique de faire une critique des mœurs et qui tournait déjà en ridicule les mœurs ou des personnalités. Donc la satire est de ce point de vue-là une tradition très ancienne, et d'ailleurs avant même le mot, on peut toujours retrouver la réalité quand même de cette pratique avant même qu'il y ait des satires romaines. Par exemple dans la Grèce, quelqu'un comme Aristophane par exemple, c'était déjà se moquer de ses contemporains, à la fois des hommes politiques, des juges, de certains philosophes. Dans le contexte romain, c'est la figure de Juvénal qui a donné un peu ses lettres de noblesse à la satire. Et la satire, elle n'a pas disparu nécessairement sous le Moyen-Âge, mais elle s'est surtout redéveloppée après, au moment de la Renaissance, dans un contexte où justement on redécouvre l'Antiquité. Et donc là, avec des figures qu'on étudie en classe généralement, que sont Rabelais, Molière, La Bruyère, La Fontaine, qui sont évidemment des satiristes, même si leur œuvre ne se limite pas toujours à faire, bien sûr, de la satire. Donc tout ça pour dire qu'au départ, initialement, la satire, et si on l'entend vraiment dans un sens un peu restrictif, qui n'a pas été celui qu'on a choisi, mais la satire, c'est d'abord un genre littéraire bien déterminé, qui répond à des codes formels et esthétiques assez précis. Nous, on a préféré entendre la satire dans son sens plus commun que celui qu'on utilise aujourd'hui, dans un sens plus large, qui renvoie à plutôt ce qu'on pourrait appeler un esprit satirique, c'est-à-dire un esprit de moquerie qui s'est diffusé aujourd'hui dans bien d'autres registres d'expression que celui de la littérature, mais qu'on va retrouver au cinéma, dans la radio, à la télévision, dans la culture visuelle de masse. Et la caricature de ce point de vue-là, qui est quand même assez au cœur de l'ouvrage, c'est évidemment une forme iconographique de la satire qui nous a intéressés. Donc on est parti vraiment de cette définition très large de la satire comme tout discours ironique, moqueur, par lequel on moque soit quelqu'un, soit quelque chose, une morale, une politique, une religion, et donc sous des formes qui peuvent être très 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 larges. Marc Angenot, qui est un spécialiste de linguistique, et un historien des idées canadien aujourd'hui, qui vit au Canada, avait proposé dans un ouvrage de distinguer de manière là un peu
disons, comme on dit, idéal typique de manière théorique, analytique, justement trois genres de discours qui sont assez liés, parce qu'ils participent tous de ce qu'il appelle des discours agoniques, c'est-à-dire des discours de combat, que sont la satire, la polémique et le pamphlet. Pour lui, ce qui distingue ces trois genres de discours, c'est que dans la polémique, on est plutôt dans une situation où on se place, où le polémiste se place à égalité finalement de son adversaire, et il utilise les armes de son adversaire. Donc on est dans une situation plutôt où on essaye de convaincre l'autre, mais avec les mêmes armes. Le pamphlétaire, justement, il se distingue du polémiste au sens où, pour Marc Angenot, encore une fois, pour simplifier, dans les usages courants, parfois on confond les termes, mais le pamphlétaire, c'est plutôt quelqu'un qui se considère comme victime d'une situation d'imposture et finalement qui se voit comme étant dans un monde où l'imposture règne et où il se voit lui-même comme en situation d'infériorité par rapport aux autres. Donc le pamphlétaire, il se met toujours dans une position de martyr pour dénoncer finalement un monde qui lui serait relativement hostile et donc qui utilise souvent un registre beaucoup plus agressif pour se faire entendre dans un monde où il a l'impression qu'il est inaudible, donc comme une sorte de bouteille à la mer, dit Marc Angenot. Et le satirisme, c'est plutôt la situation qui serait la situation inverse par rapport au pamphlétaire, c'est celui qui se situe à l'inverse hors du monde, comme détaché du monde, comme en surplomb, dans une position un peu de supériorité par rapport au monde tel qu'il existe, mais qui lance sur le monde qu'il regarde ou qu'il observe un regard un peu apitoyé, mais aussi surtout amusé, dans une forme de distance ironique. Et donc effectivement, ça c'est quand même un élément qui nous semblait intéressant de retrouver, c'est de partir de cet élément-là, parce qu'en effet, dans la satire, il y a toujours quand même un côté absurde ou ridicule de ce qu'on va disons, moquer. Et donc souvent d'ailleurs le satiriste il procède au niveau justement de ses techniques même d'écriture, de caricature, dans ses procédés par un gonflement justement des vices qu'il observe pour justement en faire ressortir davantage le ridicule. Et en ce sens la satire c'est toujours, il faut le rappeler, et surtout historiquement, d'abord un acte de dénonciation. C'est d'abord un acte critique, et l'humour, si tout à l'heure je parlais de l'humour, du rire et de la satire de manière un peu interchangeable, de fait, l'humour ou le rire sont plutôt que des moyens au service d'une fin qui est plus large. La satire, elle vise quand même à dénoncer. Elle vise à dénoncer, et donc elle est une entreprise, on pourrait dire, qui, même si elle s'effectue sur le mode de la fantaisie, du grotesque ou de la démesure, est une entreprise qui n'est jamais complètement inséparable d'un système de valeurs préalablement établi. C'est toujours une entreprise de moralisation, on pourrait dire, que la satire, mais une entreprise de moralisation qui, contrairement à des discours qui visent à développer les vertus, souligne moins justement les aspects à construire que d'abord les vices qu'il s'agit de combattre. Autrement dit, c'est pas un art qui vise à édifier ou à instruire, mais comme le dit Carole Talon-Hugon dans l'ouvrage, c'est d'abord un art de blâmer que la satire, qui donc utilise pour ça les techniques de l'exagération, du comique, de la caricature, mais qui se place quand même toujours sur un plan relativement quand même éthique, même de manière implicite, c'est-à-dire même lorsque c'est pas l'intention du satiriste, il y a toujours une forme de morale sous-jacente. Et là aussi, c'était un des éléments qui nous intéressait, c'était cette dimension éthique ou politique de la satire. Donc c'est ce que disait d'ailleurs Aristophane, j'ai noté une phrase, mais il disait « La satire exercée contre les méchants n'a rien d'odieux puisqu'elle est aux yeux de tout homme sage un hommage à la vertu ». Donc il y avait déjà cette présence-là finalement morale, on va dire, de la satire, même si les procédés qui sont utilisés par la satire peuvent paraître des procédés vulgaires ou immoraux, ce qui fait que historiquement la satire, c'est toute l'ambiguïté, et même si elle peut défendre une certaine morale, une certaine conception du bien ou du juste, elle a été aussi souvent dénigrée, disqualifiée, critiquée. Pour justement être une pratique un peu ignoble, pas noble. Et donc on a fait un très rapide détour historique, mais justement pour montrer qu'un certain nombre de critiques qu'on entend parfois aujourd'hui en fait remontent à très très loin, et que en fait il y a un ensemble de critiques qu'on observe dans l'histoire qui reviennent, et notamment au moment du XVIIIe siècle, donc qui fait suite un peu à ce moment quand même qui est un moment où la satire littéraire a été vraiment très
serait développée. Et vous avez un certain nombre d'auteurs et de philosophes, parfois des philosophes des Lumières, alors, avec parfois ironiquement des gens qui ont eux-mêmes fait des satires, mais qui vont justement critiquer à la fois des intentions impures. Donc on remet en cause dans la satire le fait qu'elle serait en réalité l'effet de passions qui seraient des passions qui ne seraient pas complètement nobles, que justement le satiriste se placerait dans un sentiment de supériorité qui serait déplacé, qu'il serait en fait aveuglé par la haine. On a critiqué des procédés faciles aussi, justement, en disant c'était vulgaire, et donc les moyens utilisés pour développer peut-être ou pour dénoncer les vices sont eux-mêmes immoraux. Et enfin, on a critiqué dans la satire parfois des effets destructeurs. C'est une critique très classique de dire en fait la satire ne construit rien, elle détruit, elle est stérile, elle est négative, mais elle n'apporte rien. Pourtant, justement, ce que nous montre l'histoire, c'est que au-delà de ces critiques, en réalité, elle a été une arme politique, la satire, justement derrière son caractère relativement futile ou apparemment futile, qui a été très redoutable, avec des fins ou des objectifs ou en tout cas des conséquences qui ont pu être très différentes. Il faut rappeler que historiquement, la satire, elle a été une entreprise de démocratisation politique. Elle a œuvré à la démocratisation, à la libéralisation de l'expression publique de manière importante. D'abord, c'est une arme de résistance qu'on observe dans les régimes non démocratiques. Il faut rappeler, je le disais tout à l'heure, mais sous Staline par exemple, ou sous Hitler, une simple blague pouvait mener à une forme de déportation ou au goulag. Et donc, mais c'était aussi parfois des manières justement de ruser avec le pouvoir que de blaguer. En Russie, on avait ce qu'on appelait les anecdotes. Alors justement, anecdote, ça paraît futile, c'est secondaire, mais les anecdotes, c'était les blagues, c'était ce qu'on se racontait oralement et qui était une manière de porter une certaine critique du pouvoir et qu'on pouvait apprendre par cœur. Mais justement, on essayait de pas laisser trop de traces, mais c'était une manière quand même, de manière un peu par des formes de braconnage là, de porter dans un contexte où il n'y avait pas d'autres vraiment moyens, des formes de remise en cause du pouvoir totalitaire. Mais dans le cadre français, on peut évidemment penser à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans le contexte, par exemple, de la monarchie ou de la monarchie absolue. Évidemment, la satire, elle a été un moyen de railler les puissants sans en avoir toujours l'air. Alors évidemment, il y a des formes qui étaient des formes instituées de satire. Par exemple, le cas le plus connu, c'est le bouffon du roi. Le bouffon du roi, c'est celui qui a le droit de se moquer du roi, mais justement parce qu'il est fou, parce que c'est un bouffon, donc on lui laisse dire les choses, mais attention, c'est pas sérieux. Et donc évidemment, le pouvoir a parfois cherché à canaliser des formes de contestation qui auraient pu être plus importantes, mais finalement, même le bouffon du roi, Louis XIV, il va pas goûter trop ce plaisir-là, et à un moment donné, on supprime le bouffon, parce que même le bouffon, c'est considéré comme allant trop loin. Mais après, évidemment, on a d'autres registres, des subterfuges. Alors évidemment, les fables de La Fontaine, c'est déjà un peu ça, mais on a toute une littérature, alors souvent vulgaire, souvent même pornographique, qui circule sous l'Ancien Régime, et notamment au moment ou un petit peu avant la Révolution française, qui dénonce les turpitudes du roi. Alors souvent dans un registre qui est un registre un peu scatologique ou pornographique. On va moquer Marie-Antoinette comme une reine lubrique, Louis XVI comme un roi impuissant. Mais justement, ce qu'ont montré beaucoup de travaux d'historiens ou d'historiennes, je pense à Annie Duprat, je pense à d'autres aussi, qui ont pu étudier, c'est notamment Robert Darnton qui a pu dire de ces œuvres satiriques qu'elles avaient peut-être conduit à développer un règne de la critique, une critique du despotisme, dans un contexte où en fait les œuvres des Lumières étaient quand même pas diffusées de manière très populaire, ça touchait que l'élite. Mais finalement, les satires ont pu diffuser une forme de remise en cause du pouvoir royal, et auraient donc participé au moins autant peut-être que la philosophie des Lumières, mais par des voies plus détournées et peut-être des voies moins nobles, à la remise en cause de l'autorité de l'Ancien Régime.
Et donc d'ailleurs Darnton il parle à ce propos-là, il dit une belle formule, il parle des Rousseau du ruisseau, hein, les Rousseau du ruisseau pour dire ça. Et on retrouve nous dans l'ouvrage, nous on commence plutôt justement après la Révolution française, mais on a des contributions qui insistent sur justement la manière dont au XIXe siècle la satire joue encore ce rôle de manière importante de démocratisation. Donc on connaît par exemple le fameux épisode de la poire de Charles Philippon, hein, où on représente donc le roi sous forme d'une poire, et donc si le roi il veut empêcher quand même qu'on se moque de lui, il est obligé lui-même de se reconnaître dans la poire, bon, ce qui est jamais forcément facile, donc au moment de Louis-Philippe. Et Philippe d'Ariula par exemple dans une contribution, lui justement travaille sur le rôle de la chanson et des chansons satiriques au début du 19e siècle, et montre aussi comment ces chansons elles ont participé à la républicanisation. Il y a une contribution aussi d'Olivier Hill qui montre très bien ça. Donc effectivement la satire historiquement elle a été une arme de résistance face au despotisme, elle a été un pouvoir de contestation, elle a été aussi un vecteur de démocratisation et de libéralisation de l'expression publique. Néanmoins les usages comme vous le disiez sont variés, et il ne faudrait pas oublier malgré tout que effectivement la satire a pu être mise aussi au service parfois d'idéologies haineuses. Il y a aussi des satires qui sont des satires d'extrême droite notamment, qu'on trouve dans le contexte français par exemple, donc avec les fameuses caricatures antisémites à la fin du 19e siècle, avec Drummond hein, et sa libre parole illustrée quand même, qui se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires à l'époque, et qui donc procède souvent par animalisation d'ailleurs, et on retrouve ça aussi dans l'entre-deux-guerres par rapport d'ailleurs aussi souvent aux populations d'Afrique qui sont présentées comme des primitifs ou des sauvages. Là vous voyez la caricature d'un député français par Sénep, hein. Donc dans l'entre-deux-guerres. Et justement, Paul Aron, qui est un historien de la littérature, dans l'ouvrage, a essayé justement à propos de cette période de l'entre-deux-guerres où on a beaucoup de caricatures qui sont diffusées. On est vraiment encore dans ce moment où on a toute une presse satirique qui représente vraiment des sensibilités idéologiques très diverses. C'est-à-dire tous les journaux représentent une tendance politique, donc de l'extrême gauche à l'extrême droite. On a des caricatures, et il s'est posé la question de savoir justement s'il y avait quelque chose qui distinguait à l'époque les caricatures républicaines, on va dire, de caricatures qui ne le sont pas. Et pour lui, il y a une ligne de fracture quand même qui est assez claire, assez nette, qu'on peut repérer, c'est la pratique de l'assignation identitaire. C'est-à-dire qu'il montre comment justement dans la satire d'extrême droite à l'époque, on procède toujours à une forme d'assignation à l'identité des individus, et souvent à un cumul d'assignations d'identité, c'est-à-dire qu'on va représenter l'individu en l'associant aux caractéristiques de son groupe d'appartenance réel ou supposé, et souvent à plusieurs groupes. L'exemple type, c'est Léon Blum, qu'on va représenter à la fois comme un juif et souvent aussi comme un homosexuel ou comme une femme, pour insister sur l'aspect efféminé que Blum aurait eu, mais en fait qu'on associe souvent à l'époque aux juifs. Et donc ces assignations identitaires qu'on voit bien là dans la libre parole ou dans les caricatures de Sénep, justement on les retrouve pas dans la presse républicaine ou dans les caricatures républicaines de l'époque. Donc il y a une caricature aussi qui peut échapper, ou une satire qui peut échapper à l'assignation identitaire, comme le montre Paul Aron. Alors, justement, ça m'amène à évoquer ce qui aujourd'hui, dans un contexte où on est porteur de cette histoire-là, que cette histoire, justement, elle a eu évidemment des conséquences. À la fois, on le verra dans les lois qu'on a ensuite pu prendre, mais aussi dans les pratiques, évidemment, puisqu'on est... Évidemment, les travaux d'historiens ont montré que les satires du coup pouvaient être porteuses aussi d'idéologies haineuses. Évidemment, tout ça a conduit sans doute à redessiner l'espace de la satire. Et puis, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les transformations des médias qui transforment les formats, les supports, les modes de production et de réception de la satire. Alors, pour essayer de faire vite et synthétique,
globalement, ce qui ressort un peu de l'ouvrage, c'est d'un côté le déclin de la forme classique ou littéraire, hein, de la satire. Donc ça, c'est la contribution que j'ai déjà citée de Carole Talon-Hugon, qui elle revient plutôt justement sur les formes de satire littéraire, celle de Rabelais, Molière, Boileau, de ce genre littéraire très, très précis. Et du coup, elle s'interroge sur la fin de la satire littéraire classique, pourquoi finalement ça a disparu en tant que tel. Et donc elle le replace dans une réflexion plus générale sur les transformations de l'art et de la littérature et sur le déclin disons, d'une conception de l'art qui repose justement sur la morale. Et donc, finalement, à partir du moment où l'art ne cherche plus autre chose que lui-même, ça laisse peu de place à la possibilité d'une satire qui serait purement littéraire. Ça ne devient plus un genre noble parce que justement, ce serait, disons, donner à l'art une finalité extrinsèque par rapport au registre purement littéraire. Donc, il y a une forme de détachement de la morale de l'art par rapport à la morale ou de la littérature par rapport à la morale, qui serait peu compatible avec l'exercice de la satire dans ces domaines-là. Ça ne veut pas dire que la satire a complètement disparu de la littérature, mais elle n'est plus revendiquée comme telle, elle est souvent vue plutôt comme un mauvais genre, ou alors elle s'instille dans des genres qui ne sont pas explicitement présentés comme des satires. Et donc là, on a des textes aujourd'hui, ceux de Houellebecq, ceux d'Éric Chevillard, de Jourde, etc., qui peuvent relever de la satire, mais sans finalement correspondre à ce registre littéraire classique. Et puis surtout, en fait, si la satire en tant que forme littéraire classique c'est largement décliné, on aurait tort de penser que la satire a disparu. Alors c'est vrai que la presse satirique, aujourd'hui, comme je vous le disais, il ne reste plus beaucoup de place, il reste que quelques vestiges, on va dire, de la presse satirique de la Troisième République. Malgré tout, ce qui semble plutôt être observable, c'est une extension du domaine satirique. Si on regarde justement l'ensemble des médias, ce qui est intéressant, et vous l'avez rappelé, c'est aussi justement la cohabitation ou le fait qu'on a des registres satiriques qui désormais souvent voisinent dans dans des formes d'énonciation qui sont réputées plus sérieuses. Et donc on va avoir dans des journaux sérieux des parties satiriques où on va avoir même parfois une sorte de brouillage un peu des repères quand justement, on va avoir par exemple quand Clou qui parle juste après le journal de 20h, et donc on voit bien qu'il y a une sorte de prolongement qui se fait, et ça on le voit dans beaucoup de pays. Donc désormais le fait qu'on, par exemple, on va faire intervenir dans des émissions aussi de débat des humoristes, alors même qu'on invite par exemple des hommes ou des femmes politiques. Donc on voit bien qu'il y a une cohabitation plus grande de ce registre satirique, et de ce point de vue-là, l'espace de la satire, il n'est plus forcément cantonné à un secteur particulier et à une spécialisation comme on pouvait l'observer avant. Donc bref, la satire, elle se déploie aujourd'hui un peu partout, et notamment dans le champ culturel. On peut penser aussi dans le cadre du cinéma, dans l'animation. Alors c'est peut-être moins vrai en France, mais je ne sais pas trop, mais en tout cas aux États-Unis, South Park ou les Simpsons, enfin il y a une dimension satirique, alors avec parfois une idéologie assez conservatrice derrière, mais en tout cas on est effectivement dans ce registre qui est là. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement ces formes de satire qui se sont fortement développées sont des satires qui sont encore politiques, parce qu'on voit bien que en réalité elles correspondent plutôt à des enjeux qui sont celles de la consommation de masse, des médias, des grands médias, et donc évidemment on n'est plus dans la satire qui était une arme de combat idéologique comme on l'avait encore au XIXe siècle. Toutefois, s'il y a une désidéologisation où il n'y a plus d'intention directement politique, d'une part, il faut quand même souligner que même involontairement, ça participe quand même d'une forme de contrôle politique. C'est-à-dire que les humoristes, Anne Roumanoff, autrefois les Guy Bedos, etc., évidemment, ils contribuent à corriger les mœurs politiques. C'est-à-dire qu'il reste quand même des éléments d'un contre-pouvoir, on peut dire démocratique, au sens où, simplement en faisant apparaître des manquements, des erreurs, des fautes, bien sûr, ils contribuent à rappeler à l'ordre politique, et donc ils contribuent quand même, de ce point de vue-là, toujours à une forme de contre-pouvoir démocratique, même si ce n'est pas leur intention, et même s'ils ne sont pas affiliés à des partis ou à des idéologies politiques particulières, bien sûr.
Et puis d'autre part, il y a aussi des registres satiriques, alors qui existent parfois même dans les mouvements sociaux ou dans les voilà, il y a une dimension satirique aussi qu'on pourrait étudier dans ce contexte-là, qui est parfois une arme, hein, encore aujourd'hui dans les mouvements sociaux. C'est moins vrai chez les acteurs du champ politique en tant que tel, parce que c'est plus difficile pour des acteurs surtout installés d'utiliser la satire. D'abord, il faut savoir manier l'humour, et puis d'autre part, ça peut toujours vous revenir dans la figure. Donc, si parfois c'est utilisé, c'est souvent plutôt par ceux qui sont des outsiders politiques, donc plutôt situés aux extrêmes, par exemple, qui peuvent se le permettre, notamment dans une logique de provocation ou de scandalisation pour gagner en visibilité, par exemple. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la satire n'a pas disparu. Elle s'est plutôt renouvelée dans ses formes, dans ses formats, dans ses supports, dans ses contraintes aussi. Et bon, je terminerai juste par là. Justement, aujourd'hui, évidemment, on est dans une société qui est une société qui est pluriculturelle, une société qui s'est ouverte, mondialisée, qui est une société aussi qui se veut plus inclusive, et ça a transformé aussi les enjeux ou les contraintes qui peuvent être celles qui sont celles qui concernent la satire, dans la mesure où, bon, comme on le disait tout à l'heure avec Bergson, la satire, l'humour, c'est quand même toujours quelque chose qui renvoie à des normes sociales qui sont celles d'un groupe, et donc dans des contextes où il y a une plus grande ouverture, c'est des groupes au départ qui n'étaient pas forcément concernés par un type d'humour ou de rire se retrouvent finalement plus fréquemment, disons, connectés ou concernés par la réception de formes satiriques dont ils n'étaient pas le public cible. Donc évidemment, ça pose de nouvelles questions. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de voir un peu. Alors, ce qui est notable, c'est justement que dans le contexte notamment français et plus généralement démocratique, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de contraintes légales, on va dire, qui concernent la satire, au sens où il n'y a plus de censure préalable, il n'y a plus de dispositifs qui quand même de représailles ou dans l'ensemble de répression par les pouvoirs publics des formes satiriques. Il y a une plus grande acceptation de manière générale, même par les acteurs politiques qui ont pris disons, l'habitude de la satire, et aujourd'hui il est rare quand même, et c'est mal vu si vous avez un acteur politique qui par exemple va porter plainte contre une forme de satire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à quand même dans les années 70-80, hein. Donc de ce point de vue là, il y a eu un changement, et évidemment par rapport à des contextes qui n'étaient pas des contextes républicains où pour le coup il fallait il n'y a pas de droit à la caricature, mais c'est aussi une reconnaissance donc qui est faite par les tribunaux, qui est assez claire, hein, et de ce point de vue là, la jurisprudence en France elle est libérale, au sens où elle reconnaît une liberté d'expression assez large, surtout quand on est dans un registre humoristique ou de caricature. Donc bon, il y a beaucoup de textes de jurisprudence qu'on pourrait citer. J'en ai mis qu'un qui est intéressant, enfin deux. Un premier de la Cour d'appel de Paris en 91 qui disent que même si l'inconvenance paraît grossière, on doit l'accepter, au sens où ça fait partie justement du pluralisme démocratique, hein. Et si on s'arrête à accepter la liberté d'expression là où justement ça ne choque personne, finalement c'est pas vraiment de la liberté. Et évidemment il y a le jugement dit des caricatures, autour des caricatures de Mahomet avec Charlie Hebdo, qui était un jugement très étayé, hein, et argumenté. Donc là je vous en ai mis juste un petit extrait, je vais pas le lire, mais au fond, hein, ce que dit la loi aujourd'hui ou la jurisprudence, elle reflète assez bien à un niveau philosophique une distinction qui a été faite notamment par un philosophe qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelle Rouven Augien, et qui distingue l'offense et le préjudice en s'appuyant là aussi sur une distinction de quelqu'un qui est John Stuart Mill, hein, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule De la liberté, et donc qui veut construire une sorte au départ de réflexion sur la liberté d'expression dans un contexte démocratique. Et John Stuart Mill et Augien à sa suite finalement distinguent de deux choses. D'un côté les offenses,
C'est-à-dire finalement c'est tout ce qui concerne des actes qui provoquent des émotions qui peuvent être négatives. On peut ne pas aimer, on peut être dégoûté, on peut trouver que c'est pas de bon goût, mais au fond ça ne nuit à personne. C'est-à-dire que on s'attaque par exemple à des personnages fictifs ou bon, en tout cas il n'y a pas de victime directe, et donc finalement on peut considérer, et finalement c'est ce que dit un peu la loi en France, qu'il y a une liberté d'offenser de ce point de vue-là, qu'on doit reconnaître une forme de liberté d'offense. Et de l'autre, il y a des préjudices. C'est ce qui renvoie justement à des actes qui peuvent causer des dommages concrets, graves, évidents à des individus particuliers. Si on voulait le dire très simplement, les offenses, c'est ce qui s'attaque à des croyances, à des idées, à des registres ou des choses abstraites. Les préjudices, c'est ce qui s'attaque à des personnes et à des individus concrets. Alors, cette distinction-là, elle permet de faire la distinction, alors que dans l'ouvrage on a pris Coluche et Dieudonné, mais justement entre deux registres qui se présentent comme satiriques. L'un qui justement, Coluche est dans une liberté, on pourrait dire, d'offense, Dieudonné qui justement tombe dans la situation de préjudice, dans la mesure où finalement s'attaque toujours à la même cible, où c'est répété, et finalement où c'est dans un combat qui est un combat politique, mais bon, où on n'est plus ici justement dans une simple offense, et donc on n'est pas simplement dans une critique d'idées, et donc cette distinction entre offense et préjudice, évidemment, elle peut paraître relativement simple. Après, dans certains contextes, elle est parfois plus compliquée à appliquer, et la difficulté aujourd'hui, bon, c'est tous les débats un peu contemporains, c'est justement la question de savoir si on a affaire à de nouvelles censures aujourd'hui qui seraient plus justement des censures étatiques, mais des censures à un niveau plus social, portées par des groupes de pression qui justement veulent utiliser l'idée que l'offense c'est nécessairement du préjudice, et donc finalement qui considère par exemple, c'est le cas dans un certain activisme religieux qui peut exister, que le fait de s'attaquer à des croyances, c'est finalement s'attaquer aux croyants, et donc il y a une forme de confusion entre les deux qui commence loin, c'est-à-dire c'est Guy Archer qui fait un chapitre dans l'ouvrage qui commence dès les années 70 avec un activisme catholique par exemple qui est assez présent et qui justement va vouloir interdire tout ce qui est justement jugé selon certains croyants comme blasphématoire, et donc on a évidemment retrouvé lors de l'affaire des caricatures de Mahomet. Donc ce qui pourrait montrer effectivement de ce point de vue-là que même si l'espace de la satire ne diminue pas, l'esprit satirique parfois peut être remis en cause, et toute la question c'est de savoir effectivement est-ce que ça génère de l'autocensure ou pas. Mais c'est effectivement le risque, évidemment dans le contexte qui nous rassemble notamment aujourd'hui, c'est une question importante. Donc juste, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, si j'ai parlé longtemps ou pas longtemps, mais j'ai pas fait attention. Voilà. Mais juste pour conclure, justement, je voudrais reprendre un titre d'un des chapitres là, qui est celui de Jacques Le Rider dans l'ouvrage, qui reprend une formule de Juvénal, et il disait, Juvénal à son époque, on est dans un monde où il est difficile de ne pas écrire de satire, et Jacques Le Rider reprend la formule, mais en disant aussi qu'il est difficile quand même d'écrire une satire, et c'est un petit peu toute la difficulté actuelle, c'est toute cette tension où en fait effectivement on est dans des époques où on a envie toujours de caricaturer, où on a envie d'utiliser la satire, mais où on commence parfois à trouver que c'est peut-être un peu difficile. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir notre invité, Cédric Passard, pour cet exposé remarquable et qui correspond bien à la qualité aussi de l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, et qui est d'une très très grande richesse, puisqu'il permet cette mise en perspective et qu'il permet finalement de poser des repères pour la définition de la satire, qui permet de voir l'évolution et qui permet de voir les enjeux contemporains autour des polémiques, des crises qui peuvent traverser nos sociétés, d'un commun accord à trouver
exposé sur l'interprétation des objets de la satire aujourd'hui. Et donc, je trouve que cet exposé, finalement, est important dans la période que vous avez aussi mentionnée, qui est notre période, et où finalement, bien des questions se posent aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers la salle, voir si effectivement, parmi le public, il y a des questions et on veut favoriser cet échange. Et puis, je me ferai aussi le répétiteur des questions qui pourront être posées pour que nous puissions bien les entendre dans la vidéo. Donc, vous avez la parole, et si vous n'en avez pas, moi j'en ai. Donc, je me disais finalement la réaction du pouvoir politique est toujours intéressante. Lorsque les pamphlets contre Marie-Antoinette, si bien racontés par Chantal Thomas, donc réellement ne sont finalement plus persécutés ou poursuivis parce que la censure est en déliquescence avec Malesherbes, il y a véritablement, ou quand, je ne sais pas, le pouvoir intervient lorsqu'il y a la célèbre caricature à la mort de Gaulle dans le Canard enchaîné, bal tragique à Colombey, un mort. Donc il y a une censure. Et je me disais que finalement, est-ce que c'est un lien, ou c'est une question que je vous pose, est-ce que c'est la dépolitisation qui fait que finalement l'État ne censure plus ou quasiment ne poursuit plus? Alors, c'est vrai que c'est une question pour pourquoi depuis les années 70 on a moins de poursuites du point de vue de l'État. Bon, je pense que c'est parce que d'une part les acteurs politiques eux-mêmes ont vu que c'était contre-productif d'une certaine manière. De Gaulle, en fait, il y a eu un ouvrage d'Olivier Beau qui s'appelle La République insultée ou injuriée, je ne sais plus exactement le titre, injuriée, et qui montrait déjà que De Gaulle lui-même, dans ses poursuites, en fait, ça dépendait un peu. C'est-à-dire, il s'attaque pas au canard enchaîné parce que le canard enchaîné, ça quand même voilà, il y a quand même une forme de noblesse du canard enchaîné, de reconnaissance, et parce que c'est très lu, et puis sans doute parce que ça reste dans une tradition républicaine, mais il va s'attaquer plutôt à l'extrême droite, par exemple. Hein. Donc déjà, même sous De Gaulle, on a parfois des procès qui sont plutôt à géométrie variable. Alors souvent, il y a des ruses. Hein. Par exemple, au moment de Valéry Giscard d'Estaing ou de Georges Pompidou, on ne va pas forcément attaquer directement quand c'est le président qui est mis en cause, mais si ça concerne plutôt sa famille, par exemple la femme de Georges Pompidou, ben là, par exemple, on va plutôt avoir des attaques, mais finalement, ou des procès, mais ces procès, finalement, ils interviennent a posteriori. Donc, on n'est déjà plus dans des censures préalables, ce qui, évidemment, quand même, est quelque chose de très différent par rapport à des contextes qui sont des contextes qui sont, par exemple, celui du Second Empire en France, où, effectivement, il fallait une autorisation préalable pour pouvoir publier, et donc, où on ne pouvait même pas directement publier des caricatures ou des satires. Dans un contexte républicain, d'une certaine manière, même Charlie Hebdo, dans les années 70, même quand il y a beaucoup de procès contre Charlie Hebdo, alors surtout pour insulte à l'armée, outrage à l'armée, c'est surtout ça. Mais en fait, Charlie Hebdo était quand même libre, et d'ailleurs, finalement, on peut dire c'est la règle du jeu démocratique. Après tout, on peut être libre de publier, de dire ce qu'on veut, mais après on répond et on est responsable de ce qu'on a dit, et éventuellement, effectivement, il peut y avoir un procès. Et donc, je pense que c'est vraiment le grand changement de ce point de vue. Le rire de l'un et l'intolérable de l'autre. Il y a cette citation de David Le Breton, et dans l'ouvrage, il y a véritablement cette mise en perspective où on voit bien effectivement les tenants et les aboutissants de ce rapport de la caricature, de la satire avec le pouvoir à toutes les époques. Et puis effectivement, ce que souligne à l'instant Bruno, pose aussi une question qui est finalement peut-être la dépolitisation, et peut-être autre chose aussi qui est un complément, on va dire la révolution numérique, et effectivement l'effacement des frontières, des barrières de toutes sortes. Et finalement, est-ce que la caricature n'est pas mise au niveau aujourd'hui d'autres genres, d'autres types de communication et d'expression qui font qu'il y a une dérégulation et finalement une perte de repères pour des publics, des populations qui reçoivent aujourd'hui cette satire finalement à plat, à même hauteur que d'autres modes d'expression?
Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire que souvent c'est complètement décontextualisé, on peut prendre une caricature en l'enlevant de son contexte d'énonciation initial, et puis surtout, si on reprend l'exemple de la presse satirique en France, elle a souvent des publics qui pouvaient être d'ailleurs relativement restreints, mais qui étaient un public choisi, qui savait ce qu'il allait chercher. Aujourd'hui, en effet, on voit par exemple sur Charlie Hebdo que pratiquement maintenant, systématiquement, dès qu'il y a une, ça fait un peu polémique sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, parce qu'en effet, des personnes qui connaissaient peut-être pas tellement cet humour-là ou qui goûtent pas cet humour-là se retrouvent à voir plus frontalement des registres qui ne sont pas les leurs. Et donc, effectivement, en plus, quand on n'appartient pas forcément à la même type de morale, comme on l'a dit, la satire, c'est moqueur. Donc, évidemment, dans la moquerie, il y a de l'humour, mais il y a aussi une part un peu de méchanceté éventuelle. Et donc, si on ne voit pas l'aspect risible parce qu'on ne partage pas les mêmes normes du risible, on ne voit que l'agressivité ou la moquerie. Et donc ça peut être ressenti comme tel au-delà de l'intention initiale et au-delà peut-être de la portée du dessin ou de la satire telle qu'elle était pensée par le dessinateur. Enjeu éducatif majeur, voilà. Enjeu politique également, puisque nous sommes dans une période où on voit comment les polémistes également en France, mais aussi à l'étranger, participent finalement d'une propagation de la parole populiste, caricaturale à l'excès dans l'espace public. C'est ça, c'est-à-dire que il y a un aspect que j'ai pas évoqué, mais c'est que en fait on est dans une situation où d'un côté, en effet, il y a des groupes de pression qui peuvent appartenir d'ailleurs à des idéologies relativement opposées, mais qui peuvent justement vouloir mettre des limites à l'expression, à la libre expression, à l'expression satirique notamment, au nom de certaines croyances, au nom d'une certaine morale. Et puis de l'autre, ça ne veut pas dire effectivement que toute satire est nécessairement acceptable. C'est aussi, et on voit bien comment aujourd'hui à l'extrême droite notamment, on a des polémistes qui peuvent utiliser le registre justement de la défense de la liberté d'expression, voire ce qui peut paraître un peu quand même cocasse ou ironique à l'extrême droite, l'invocation de la laïcité, pour essayer de développer en réalité des discours qui sont haineux ou des discours racistes. Et donc évidemment il y a cette double difficulté là qui est quand même assez présente aujourd'hui sans doute. L'inversion radicale du statut de la victime ou du bourreau. C'est ça, voilà, oui. Absolument. Vraiment. Moi, je me posais la question de l'émetteur dans tout ça, parce que finalement, la satire est presque une construction littéraire, même de mauvaise aloi selon Voltaire. Mais en tout cas, il y a une construction, l'émetteur a un esprit construit presque littéraire, et votre collègue a montré que ce genre littéraire était en déclin. Je me disais qu'on le retrouvait assez facilement avec, par exemple, les stand-uppers. C'est le cas de Blanche Gardin, et on retrouve exactement cette forme de satire. Mais alors, je me demandais le statut de ce qui est la dénonciation gratuite dans les réseaux sociaux, sous couvert d'anonymat, etc. Est-ce que c'est un statut? C'est ni pamphlet, ni polémiste un peu, c'est pas satirique, et pour autant, est-ce que ça a remplacé finalement une critique contrôlée par les journaux ou éditée par les journaux, etc., mais contrôlée? Alors, justement, bon, nous, effectivement, ça nous fait pas rire. Néanmoins, ça peut être un registre qui, pour les groupes qui les émettent, est satirique, parce que eux, ça peut les amuser. Et notamment, l'ouvrage de Michael Billig que je citais tout à l'heure, lui, il travaillait sur ces formes, justement, d'humour, de blagues racistes, sexistes, homophobes, etc., qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, qui sont souvent proches de groupes, même type Ku Klux Klan, etc., mais qui sont en réalité des registres qui sont vécus, alors, à la fois sous un registre humoristique, même si c'est aussi parfois un peu fin, du genre, voilà, ce n'est qu'une blague et bon, vous n'avez pas d'humour, quoi. Donc, bon, malgré tout, on peut l'étiqueter ainsi, même si c'est vrai que, bon, il y a un aspect là plus directement, il me semble, idéologique, et donc là, on se retrouve quand même dans, effectivement, sur les réseaux sociaux, on a l'impression de retrouver les pamphlets de la fin du 19e siècle, mais sous un registre de pamphlétaires anonymes, en fait. Alors moi je vais poursuivre parce que il y a des choses tout à fait passionnantes en termes d'enjeux effectivement de société. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe finalement à voir la satire être institutionnalisée en quelque sorte dans nos sociétés aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on vient d'expliquer et du fait que finalement celle qui ne devrait pas avoir de compte à rendre est sommée aujourd'hui de rendre des comptes en permanence pour s'expliquer, pour expliquer la nature de son geste?
Oui, c'est vrai que il y a un paradoxe même de voir, même bon, si on reprend l'exemple de Charlie Hebdo, comment finalement ça devient voilà un organe de presse qui d'une certaine manière doit s'appuyer sur des protections policières, quoi. Donc effectivement il y a une forme d'ironie et donc on voit bien comment finalement le droit à la satire aujourd'hui il est de plus en plus institutionnalisé, alors même que à la base c'est plutôt effectivement un geste critique. Et donc, bien sûr, ça pose la question derrière de la portée quand même de ce geste satirique au final, hein, et surtout disons de la capacité pour la satire aussi disons à pouvoir exister sans devoir nécessairement, comme vous le dites, hein, se justifier ou être protégé. Finalement, la satire, a priori, on aurait tendance à vouloir, en tout cas dans l'imaginaire, que c'est quelque chose de complètement libre, une pratique qui devrait rendre compte à personne, en un sens, hein, dans l'imaginaire un peu libertaire qui est celui au départ qui la fonde. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on demande systématiquement aux dessinateurs de venir rendre des comptes, d'expliquer leurs intentions aussi. Donc c'est vrai que du coup la pratique satirique elle a perdu peut-être, alors même si jamais il faut jamais généraliser sur le fait que c'est peut-être jamais été le cas, mais quand même aujourd'hui peut-être plus qu'avant la pratique satirique a perdu un peu en légèreté, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est systématiquement le moindre dessin peut enflammer quand même les publics, les réseaux, et donc il y a toute évidemment je pense que c'est pour ça que je terminais en disant c'est difficile aujourd'hui aussi d'écrire des satires. Les humoristes, finalement, leur rôle n'est pas forcément simple, hein, je pense. Alors, évidemment, comme on l'a dit, historiquement, ça a toujours été très compliqué, mais quand même. Hein, voilà. Il n'y a pas de période comparable à la nôtre où finalement la surveillance policière qui peut exister, elle n'est pas finalement toujours contre la caricature, mais pour protéger la caricature. C'est ça, c'est la situation inverse de celle. Avant, finalement, on surveillait la caricature pour contrôler justement les critiques qui pouvaient être faites au pouvoir. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu inverse, hein, et évidemment, bon, je ne vais pas revenir sur des choses qui sont dites et qui sont connues, mais je pense que c'est, par exemple, l'attentat de Charlie Hebdo, je pense que c'était unique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu de rédaction comme ça qui a pu être tuée. Voilà, donc évidemment, c'est vrai que bon, la difficulté, c'est celle de pouvoir exercer la pratique satirique, c'est celle aussi de l'autocensure quand même, parce que évidemment on se dit qu'on va pas forcément risquer sa vie pour un dessin, hein, donc voilà. On ne peut pas parler de ce sujet sans évidemment parler du sujet de la censure, et vous l'avez fait. Oui. On parle également de l'autocensure. On parle d'une forme d'institutionnalisation, on parle effectivement du risque pour les caricaturistes de ne plus en être dès lors qu'ils sont sous protection finalement du politique, de l'autorité qu'elle doit s'évertuer à croquer, à tourner en dérision. Et finalement, ça pose la question de l'école. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, c'est de savoir effectivement également les enjeux d'éducation, finalement, à la caricature, à la satire. Alors, elle existe historiquement dans notre institution scolaire, au travers des textes. On a parlé de La Fontaine, on a parlé de La Bruyère, on parle de Daumier. La caricature est partout dans les manuels scolaires depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu qui est celui-là, c'est-à-dire d'une simultanéité finalement entre les enjeux de société liés aux violences que nous avons évoquées et les enjeux de l'école, de la formation à la citoyenneté de nos jeunes générations en lien avec ces sujets. Vous avez pensé là-dessus un petit peu en termes de perspective? Alors pas dans l'ouvrage, bon, pas directement dans l'ouvrage qui est plus un ouvrage académique sur l'expression satirique, la pratique satirique et ce qu'on a déjà dit. Personnellement, moi j'avais fait, quand j'étais enseignant, j'avais fait mon mémoire sur, à l'époque c'était l'IUFM, on devait faire un mémoire d'IUFM, j'avais fait sur le dessin de presse et donc l'usage du dessin de presse en sciences économiques et sociales, puisque j'étais professeur de sciences économiques et sociales, et donc pendant
pendant un an, j'ai usé et abusé du dessin de presse avec mes élèves, et donc je l'ai beaucoup utilisé. Et effectivement, je pense que c'est un bon moyen quand même pédagogique, parce que c'est pas un moyen facile, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que justement même le dessin de presse, peut-être plus que parfois qu'un texte, il faut savoir le décoder, il y a beaucoup de second degré. Justement, les registres humoristiques adultes ne sont pas forcément ceux de jeunes à 15 ans, donc du coup, on se retrouve un petit peu dans le sketch des Guignols de l'info, là où on voit Alain de Greff qui se retrouve devant le CSA, je sais pas si vous connaissez, qui doit expliquer pourquoi le sketch est drôle. Bon, et c'est toujours très compliqué, et finalement ça perd un peu en humour, mais par contre ça permet de sortir de certaines routines en sciences économiques et sociales, peut-être plus qu'en histoire. Par exemple, on se retrouve fréquemment à avoir des textes ou des tableaux statistiques ou des graphiques. Bon, en histoire, on a plus l'habitude d'avoir des formes iconographiques, sans doute, mais donc justement c'était une manière aussi de changer de registre, et puis surtout d'éduquer quand même en effet à un mode d'expression que les élèves peuvent rencontrer n'importe où, et dont on voit bien justement que pour eux c'est pas si simple que ça de le décoder, même à 15-16 ans. Donc moi je pense que c'est un usage qu'il faut effectivement surtout pas disons laisser de côté, et puis je pense qu'au-delà du moyen pédagogique ou du support pédagogique qui est celui du dessin de presse, de la caricature qu'on peut utiliser, c'est aussi un objet d'étude. C'est-à-dire que justement, bon, là c'est plutôt l'objet du livre, mais alors évidemment en histoire on étudie les caricatures parce que ce sont des éléments qui ont joué un rôle dans l'histoire, mais je pense que dans d'autres disciplines on peut aussi sans doute se saisir, ne serait-ce qu'en art plastique, enfin voilà, il y a en littérature, pour montrer les discours d'éloge, de blâme, dans lesquels évidemment on s'intéresse souvent peut-être à l'aspect directement littéraire, mais l'aspect iconographique est important, et donc ça permet en plus sans doute de développer un peu d'interdisciplinarité, donc c'est toujours, je pense, plutôt bien, même si bon, je n'ai pas de conseils à donner, moi-même n'étant plus enseignant en lycée. Mais... Bonjour, je suis enseignante de français au collège, et juste pour dire qu'en troisième, il y a au programme la satire. C'est ça. Ah bon, bah oui, voilà. Oui, c'est vrai que je ne vais pas parler du français, mais forcément. Non. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc simplement, c'était... Enfin, et du coup, vous le faites avec aussi des dessins, ou juste la satire en termes de texte oui. Et donc la satire classique, ou c'est aussi la satire dans un sens un peu plus large? Alors, ça peut être... moi, je fais 3 textes, en fait. D'accord. Donc je fais du Bellet, donc avec la critique là, sur les singes de cour. Hein, d'accord, voilà, oui. Les courtisans. Et puis je fais aussi les lettres persanes de Montesquieu, donc avec la mode, voilà. Et puis après, je fais une nouvelle plus récente, Credo, donc en fait où on voit quelqu'un qui s'inspire de la publicité pour se métamorphoser, et pour l'histoire se termine de façon un peu humoristique, parce que finalement il n'obtient pas le succès qu'il espère. Et donc voilà, moi c'est simplement avec des textes, et je recours pas du tout à l'aspect image. Oui. Et puis je montre un petit peu aussi le début du film de Charlie Chaplin avec les temps modernes. Ah oui, quand même. Avec les moutons, là, donc avec l'animalisation justement. Enfin, donc voilà, donc un petit peu de... Puis quelques dessins aussi. À un moment donné, on voit un âne avec des téléphones portables autour des yeux, donc voilà. Donc c'est pas la satire, c'est pas le dessin satirique, politique ou autre. Oui. Hein, c'est mais plus quand même, sur des comportements sociaux, on va dire. Voilà. C'est vrai que même en philosophie, j'imagine, en terminale, c'est des choses aussi qu'on va retrouver un peu, alors sous une autre forme. Mais... Sans doute, oui. Voilà. Et puis on va en retrouver en enseignement moral et civique par les professeurs d'histoire, en cours d'histoire, en cours de français, comme l'enseignante vient de nous le dire, madame. Et c'est vrai que c'est un objet aujourd'hui qui, au niveau par exemple de l'éducation aux médias et à l'information, est de plus en plus présent. Et nous avons des partenaires dans la société civile, des médias, des journaux satiriques qui demandent à travailler aujourd'hui auprès des enseignants pour accompagner. Et dans les masterclass, par exemple, auxquels j'ai pu assister encore récemment, je voyais effectivement ce changement de grammaire, c'est-à-dire arriver aujourd'hui à l'ère numérique face à des publics qui ont des interrogations très importantes face à ces objets du dessin satirique, de la caricature, et qui mérite d'être vraiment expliqué à ces élèves qui n'en comprennent pas la nature, la portée, le sens parfois, et ça c'est frappant.
Oui, c'est vraiment, c'est vrai que moi je me souviens que la première question, c'était pas des questions de sciences économiques et sociales, mais c'était vraiment des questions de décryptage du dessin, du contexte, finalement du message, de l'intention, et en même temps c'est tout à fait normal, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté parfois à comprendre le second degré et l'ironie, mais qui se travaille en fait, hein, évidemment, voilà, mais qu'il faut travailler, c'est évident, c'est pas inné. Dans l'ouvrage, notamment, il est question de la caricature à travers, alors depuis le 19e, la période plus contemporaine, celle du 20e, de l'entre-deux-guerres, et on a beaucoup parlé justement de qui est la source et quel est le message, et notamment sur des caricatures racistes, antisémites. Et donc ça aussi, à l'école, c'est un objet qui est très étudié, bien évidemment. On a parlé notamment du travail des caricaturistes d'extrême droite. On peut aussi, et l'ouvrage parle aussi d'autres camps politiques qui ont utilisé la caricature à des fins partisanes et très peu louables, également, de côté de gauche radicale. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir étudier effectivement au travers l'histoire cet art de la caricature. Oui, je pense que moi j'aime bien le détour par l'histoire, même quand on travaille sur la période contemporaine. C'est vrai que même aujourd'hui en sciences politiques, on s'intéresse souvent aux aspects les plus contemporains, mais évidemment le détour par l'histoire, c'est ce qui nous permet à la fois de saisir quand même évidemment les transformations des pratiques, mais aussi quand même des continuités parfois qui sont intéressantes, et même si je suis pas revenu, finalement je suis passé un peu vite, mais sur les dispositifs légaux, c'est vrai que aujourd'hui on a un certain nombre de dispositifs légaux qui sont développés en France dans les années 70, que la loi Pleven, voilà, toutes les lois qui sont les lois antiracistes qui se sont ensuite développées sur les questions sur les questions d'orientation sexuelle, de genre et de lutte contre les discriminations de manière générale sur le handicap ou autre, elles sont quand même largement héritées de l'expérience aussi de l'entre-deux-guerres, et de formes de caricatures qui pouvaient être, comme vous le disiez, des caricatures haineuses, et dont on sait qu'elles ont pu préparer au pire aussi. Et donc c'est tout, je pense là le sens de ce qu'on peut aussi travailler éventuellement avec des élèves, c'est montrer qu'il y a des restrictions en effet à la liberté d'expression, mais qui sont des restrictions qui s'appuient sur un registre qui est fondé quand même philosophiquement, et qui n'est pas que c'est pas parce qu'on ne peut pas tout dire que là on n'est pas libre, et la liberté effectivement elle s'arrête là où commence celle des autres, et donc c'est vrai aussi en liberté d'expression, et c'est ce qui distingue de ce point de vue là, c'est toujours intéressant, le contexte français et le contexte américain, parce que le contexte américain justement au niveau légal il y a beaucoup moins de dispositifs de restriction, justement, il n'y a pas de loi véritablement antiraciste dans la liberté au niveau de la liberté d'expression, donc on peut avoir des paroles a priori plus racistes sans risquer d'avoir des procès. Par contre, du coup, c'est plutôt les groupes sociaux finalement qui créent une sorte de contrainte morale, et justement ça se comprend d'autant mieux que justement c'est pas l'État qui se charge de réguler les discours, donc il y a une forme de régulation par la société. En France, c'est un tout petit peu différent, parce que justement, il y a quand même cette régulation étatique qui existe à travers ces dispositifs-là. Madame. Oui, bonjour. Je ne sais pas si je vais être très claire, mais je me demandais, vous disiez que les caricatures, enfin la satire, les caricaturistes étaient moins sujets à être mis devant les tribunaux par les hommes politiques notamment. Mais est-ce que c'est pas parce que le pouvoir s'est déplacé et que aujourd'hui, il me semble, et d'ailleurs, malheureusement, l'exemple de Charlie est parlant, c'est au niveau de la religion, et que finalement, la religion aurait pris une place que n'ont plus les hommes politiques, et une place qu'elle ressentirait, la religion en général, comme supérieure.
D'où certains discours qui réclament de nouveau que le blasphème soit, je cherche mes mots, excusez-moi, je suis pas très... Rétabli. Oui, voilà, rétabli, excusez-moi. Oui, voilà. Donc, je me posais cette question parce qu'il me semble que c'est vraiment le sujet qui déchaîne à chaque fois, et plus que, oui, la politique, les hommes politiques et notre... voilà. Juste pour ajouter de l'eau à votre moulin, dans la question, j'ai entendu deux élèves dire, la caricature, nous sommes d'accord, de jeunes lycéens, nous sommes d'accord si elle s'en prend en politique, mais elle n'a pas le droit de s'en prendre en religion. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre les deux. Par contre, en effet, ce qu'on observe, c'est que depuis les années 70-80, dans un contexte où je pense que ça renvoie à une évolution plus générale de l'espace politique, avec aussi, disons, une ouverture des médias, hein, les radios libres, enfin voilà, il y a tout ce contexte-là qui fait que à partir des années 70-80, on commence, quand on est homme ou femme politique, à part à l'extrême droite, hein, où justement Jean-Marie Le Pen, lui, faisait quand même plus fréquemment des procès, mais où on commence à tolérer plus facilement les formes de satire et de caricature, sans doute parce qu'on voit aussi que c'est contre-productif de s'y attaquer. Et dans le même temps, mais je ne sais pas s'il y a un lien, effectivement, finalement, dans une forme d'effet un peu pervers de ces dispositifs dont je vous ai parlé, qui sont des lois et dont on peut penser qu'elles ont toute leur raison d'être, hein, de ces lois qui visent à lutter contre les discriminations et qui sont parfois utilisés par justement des groupes, notamment des groupes religieux, pour finalement dire ce sont des attaques racistes au fond, hein, et donc une forme de confusion entre, de ce point de vue-là, le blasphème et le racisme, et comme si finalement c'était en effet plus grave de s'en prendre à des croyances que à des personnalités politiques. Alors c'est vrai que pour les personnalités politiques, on pourrait se dire, est-ce qu'on n'est pas dans le préjudice par rapport à la définition que j'ai dit tout à l'heure, parce que parfois on s'attaque directement aux figures et aux personnes en tant que telles. En réalité, on peut considérer là qu'il y a une sorte, un peu les deux corps du roi, et qu'il y a une forme de personnalité abstraite de l'homme ou de la femme politique, et que finalement la fonction veut qu'on peut s'attaquer à eux, et qu'on est quand même là plutôt dans le registre de l'offense plus que dans celle du préjudice. Mais en effet, la difficulté aujourd'hui, alors évidemment, c'est des choses qui se voient dans les pays anglo-saxons, hein, où il y a une idée de la tolérance qui n'est pas forcément celle qui s'est construite en France avec la Révolution française, avec Voltaire ou avec d'autres, qui est une idée de la tolérance fondée sur le respect même des croyances et des croyances communautaires ou religieuses, et c'est vrai que aujourd'hui on voit bien que c'est un peu les problématiques qui sont de plus en plus présentes, au-delà même évidemment des attentats ou de l'assassinat de Samuel Paty, mais évidemment ce sont ces problématiques aujourd'hui qui sont sans doute les plus présentes. Oui. Je m'appelle Laïa et je suis professeure d'espagnol comme langue étrangère, et aussi je travaille avec les petits-enfants dans une école primaire comme animatrice périscolaire. Alors, moi, j'assiste tous les jours dans l'école entre les petits-enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui sont en train de se bagarrer tout le temps parce que les autres se moquent des autres. Alors, oui, il m'a dit, c'est tout le temps comme ça. Alors, dans ces milieux, dans ces contextes-là, est-ce qu'on peut normaliser la moquerie comme quelque chose de normal quand il est blessante? Alors, moi, je me demande où sont les limites? Où sont les limites de la moquerie et des moqueries et de la satire? Excellente question. Est-ce qu'on peut mettre des limites à la satire? À la limite, évidemment, on ne peut pas l'expliquer comme ça, mais je pense que la distinction qu'on évoquait est valable même dans ce genre de contexte, c'est-à-dire ça dépend de quoi on se moque. On a le droit de se railler gentiment tant qu'on ne s'attaque pas à la personne, tant qu'on on la menace pas physiquement, tant que ça reste une rigolade qui ne porte pas préjudice finalement. Si c'est se moquer d'une habitude, ou d'une idée de la personne, si c'est pas méchant, pourquoi pas l'accepter. Par contre,
si c'est se moquer directement, je sais pas, de la famille de la personne, de la personne en tant que telle, de son physique, là effectivement on a des avantages dans le préjudice. Donc sans doute qu'il ne s'agit pas évidemment de tout accepter, parce qu'en effet il y a des choses qui renvoient à des formes de respect que les enfants ils doivent avoir entre eux et avec d'autres adultes, mais en même temps ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout interdire, sans doute. C'est justement montrer que justement la moquerie aussi elle se codifie, et qu'il y a aussi des registres de moquerie qu'on peut accepter dans certains contextes qu'on n'accepte pas dans d'autres. Effectivement, dans le registre de l'école, c'est un espace un peu particulier, donc il y a des manières aussi de s'exprimer qui sont peut-être pas les mêmes dans la cour de récréation, dans l'espace de la classe. Voilà, alors je sais bien que c'est facile moi de vous dire ça comme ça et de manière très théorique ou abstraite, hein, mais voilà, je pense que c'est ce qu'on peut essayer de faire comprendre un petit peu aux enfants, quoi, peut-être. Voilà. Sans doute aussi la question de la médiation à mener au niveau d'un établissement scolaire, aussi dans la société, au-delà des murs de l'école, de l'enceinte de l'école, la question du droit. Et elle est très importante concernant la caricature. Elle est abordée dans cet ouvrage, et elle est aussi très importante en termes d'objectifs éducatifs après les périodes que nous avons vécues, pour dire que l'on peut et qu'on a le droit de contester effectivement des caricatures. Et c'est le statut de la caricature, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement protégé par les autorités, qui en ferait un objet a priori positif. Or, la caricature, on le voit au fil de l'histoire, elle a pu être fondamentalement dégueulasse. Elle a pu être offensante, elle a pu être raciste, elle a pu être antisémite, et les extrêmes de tout poil ne se sont jamais privés de l'utiliser ou de la détourner à des fins partisanes et politiques. Et donc, je crois que là, c'est un enjeu citoyen majeur aujourd'hui. Il y a même eu des caricatures d'État, en fait. Hein. On pense au Vichy ou d'autres, ou en tout cas qui favorisaient des caricatures haineuses, hein, et donc oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire en soi la caricature, la satire, c'est nécessairement bien, mais montrer que justement il y a une réflexion à avoir. Et je pense que en classe, c'est toujours délicat, bien sûr, mais c'est important justement de ne pas être simplement dans l'injonction, mais de voir avec même si justement il y a des réactions qui peuvent exister, d'essayer de comprendre les réactions et de voir, de poser les questions qui sont pourquoi toi tu juges que ça c'est acceptable de dire ça, est-ce que tu aimerais qu'on te dise la même chose, ou est-ce qu'à l'inverse tu penses qu'on ne peut pas dire ça, mais pourquoi, bon voilà, et donc essayer de voir si les arguments tiennent aussi, et je pense avoir un discours qui permettent d'échanger même avec des enfants, des jeunes, évidemment des arguments pour construire des points de vue argumentés. La personne de Dieudonné oui. Est un exemple intéressant, parce qu'on a eu beaucoup ce débat, et notamment à l'école, et puis dans la société globalement, autour du deux poids, deux mesures. Finalement, Dieudonné n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, et Charlie Hebdo, eux, auraient le droit. Et donc, on est en plein cœur de cette thématique. C'est ça, ouais. Moi, je pense que c'est des questions qu'il faut affronter directement. Il ne faut pas les éluder, justement. En plus, c'est assez facile de déconstruire un discours comme celui-là, parce que justement, c'est pas la même chose. D'abord, Dieudonné, si on regarde au départ, les premiers procès, il a souvent une jurisprudence qui est aussi favorable, parce qu'on se dit oui, c'est peut-être pas de bon goût, c'est un peu quand même sur une pente glissante, mais bon, c'est pas vraiment. Et donc au départ, finalement, les tribunaux sont quand même plutôt assez, disons, indulgents. Et puis il se trouve que justement le caractère répété des attaques, la même cible. Là, c'est ce que Augien appelle justement un préjudice. Quand à partir du moment où c'est toujours la même cible, à partir du moment où c'est répété, ou à partir du moment où l'intention, on peut juger qu'elle est plus simplement de faire rire et qu'il sort de son rôle d'humoriste. Hein, il va avoir des listes aux européennes, aux élections européennes, des listes antisionistes, etc. On voit bien que ça se politise, que ça devient dans un registre qui n'est plus simplement celui de faire rire. Il sort de son rôle de clown. Et donc, finalement, le premier degré est quand même souvent assez visible, hein, au-delà peut-être de l'excuse qui serait celui du second. Donc, Charlie Hebdo, on est, en tout cas dans les affaires des caricatures, il est très clair qu'on n'est pas dans ce registre-là. Hein, et d'ailleurs, si on lit le jugement, il est très intéressant. On pourrait travailler, je pense, avec des élèves sur le jugement des caricatures, parce que chaque caricature est étudiée par les tribunaux et montre bien que sur les caricatures, ce sont les intégristes, ce sont les islamistes qui sont visés, ce ne sont pas les musulmans dans leur ensemble, ce sont éventuellement Mahomet, mais
dans le contexte finalement où il renvoie à une figure religieuse. Hein. Et donc il y a une des 3 caricatures ou des 4 caricatures, je me souviens plus bien, qui est justement de ce point de vue-là un peu plus ambivalente. Le jugement le dit, mais il dit dans le contexte qui est celui quand même d'une lutte contre l'intégrisme, dans le contexte où il y a toutes ces caricatures ensemble, on comprend bien que en fait ce qui est visé, c'est pas la religion musulmane dans son ensemble, mais c'est bien d'abord les islamistes et les terroristes. Et puis surtout, si on veut regarder, je pense qu'il faut pas comparer en fait Charlie Hebdo et Dieudonné, parce que c'est pas justement, ils sont pas dans le même ordre de satire. Enfin, si on peut parler de satire pour Dieudonné, mais il faudrait comparer, je sais pas, Dieudonné avec Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot, elle a été condamnée pour des propos anti-musulmans. Éric Zemmour y a été condamné pour l'incitation à la haine raciale. Donc finalement, toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations comparables sont condamnées. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là, je pense, de poids de mesure. Et nous, dans l'ouvrage, on a pris l'exemple de Ciné, dont les propos, on peut les trouver plus ou moins drôles ou pas, mais les tribunaux, alors que ces propos pouvaient être jugés antisémites, les tribunaux, là, ont jugé que bon, il y avait une ambiguïté et donc il n'a pas été condamné. Donc ça montre bien qu'il n'y aurait pas, je sais pas, une communauté ou un groupe qui serait privilégié vis-à-vis de l'autre. Hein. De ce point de vue-là, je pense que assez objectivement, on peut montrer que c'est pas le cas. Nous avons fait travailler des lycéens de l'Académie de Paris sur le procès des attentats, et notamment sur des attentats contre Charlie Hebdo. Plus récemment aussi, des élèves ont pu travailler sur ces séquences judiciaires très importantes pour notre pays, pour l'histoire de notre pays, pour la compréhension de ces enjeux citoyens majeurs. Il y avait la plaidoirie également de l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, qui en a fait d'ailleurs un ouvrage, mais qui a une vocation aussi pédagogique, quelque part, de pouvoir expliquer les limites entre ce qui est du ressort de la liberté d'expression, de ce qui est du ressort de la caricature, de ce qui est en jeu, finalement, derrière ce procès, et c'est tout à fait passionnant. Et tout ça, après la lecture de votre ouvrage, après la période intense que nous vivons sur le terrain politique, culturel, social, juridique, on se dit que les caricatures, c'est une histoire de France. Et est-ce qu'il y a une exceptionnalité, un caractère d'exception de l'histoire de France vis-à-vis de cet art de la caricature et de la satire? C'est pas une spécificité française au sens où il y a d'autres pays évidemment où on a des satires et il y a toutes des traditions alors humoristiques parfois un peu différentes quand même. Par exemple, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, on est dans un registre plutôt qu'on appelle humoristique. L'humour au départ, c'est justement un registre qui n'est pas un registre de supériorité, où on est plutôt dans l'idée de l'humour où on se moque de soi-même plus que des autres. Ce qui peut s'expliquer peut-être par un contexte en France où on était dans un contexte d'Ancien Régime et où donc la satire s'est aussi construite dans une société qui était une société assez hiérarchisée par rapport à la société américaine, qui d'abord était une société justement de groupes qui s'est constituée sous d'autres bases. Donc évidemment, il y a toujours des ressorts un peu culturels ou historiques qui façonnent les types d'humour. Donc certes, c'est pas une spécificité, mais en tout cas en France, la satire a peut-être pris une place plus importante, notamment pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure par rapport à la Révolution française. Je pense qu'elle a été un élément quand même qui a participé aussi justement à la remise en cause de l'autorité royale, et donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a un lien un peu particulier à cette tradition satirique, de même qu'à cette question du blasphème, parce que justement, on sait bien aussi que le blasphème, c'était, en tout cas le délit de blasphème plutôt, c'était aussi une marque évidemment de l'absolutisme et de la monarchie. Donc évidemment, ça façonne quand même des rapports qui peuvent être différenciés selon les pays à cette question de la culture satirique. Et ce qui fait aussi que parfois aux États-Unis, par exemple, ces questions-là ne sont pas comprises de la même manière, évidemment, qu'en France. La loi sur la liberté de la presse de 1881, les conquêtes républicaines liées à l'expression libre aussi, et de voir comment la satire a joué un rôle effectivement extrêmement important, également dans la dénonciation des dérives fascisantes dans l'entre-deux-guerres, très très importantes. Donc effectivement, et si je vous posais la question d'une éventuelle spécificité française, c'est que nous sommes aujourd'hui avec des outils, des plateformes, des réseaux sociaux
américain pour beaucoup de ceux que nous utilisons. Et donc aux États-Unis, le premier amendement garantit la liberté d'expression et on peut à peu près tout montrer ou tout dire a priori, y compris des choses très heurtantes pour les sensibilités intimes des populations en fonction de leurs croyances, etc. En France, les lois, vous avez cité la loi Plévin, il y a la loi Guesso, il y a un certain nombre de dispositifs juridiques qui n'ont pas la même façon d'aborder ces sujets. Mais aujourd'hui, par le canal et le truchement de ces réseaux sociaux, on craindrait une forme d'américanisation de la société française et finalement on peut penser par moment que cette culture américaine de très grande liberté dans l'expression a un impact qui se heurte à nos systèmes juridiques et culturels français. Et ça, pour la caricature, c'est également un enjeu, je pense, très important. Oui, en effet, c'est-à-dire c'est la question en plus de la régulation en effet, comme vous le dites, de plateformes qui d'abord sont pas toujours soumises, enfin c'est plus difficile de les soumettre au droit national, comme vous le dites, et qui elles-mêmes peuvent s'auto-réguler, c'est-à-dire que c'est Twitter qui censure parfois et qui peut censurer éventuellement des propos qui ne sont pas litigieux simplement parce que c'est fait en fonction d'algorithmes et qui à l'inverse peut en laisser d'autres. Enfin je dis Twitter, mais ça peut être d'autres, réseau bien sûr. Donc ça c'est un vrai enjeu parce qu'on voit bien que là ça pose la question de régulation qui dépasse les frontières, mais avec des contextes nationaux qui, comme on vient de le dire, sont pas les mêmes et donc où les conceptions de la liberté d'expression sont pas tout à fait identiques, à la fois au niveau légal et au niveau social. C'est pour ça que l'enjeu de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi quand même peut-être d'abord l'éducation aux médias qui peut permettre aussi quand même d'une certaine manière d'avoir des usages de ces réseaux qui sont quand même assez critiques. Enfin, voilà. En tout cas, d'utiliser un esprit critique évidemment aussi par rapport à ces réseaux sociaux. Et sur ce sujet, on va se diriger progressivement vers la fin de notre échange, mais il y a des questions très importantes qui se posent. La première, c'est que vous avez évoqué le New York Times, qui a décidé d'abandonner finalement le dessin, la caricature dans ses pages. Et en France, ça a été reçu de façon, en France et en Europe, de façon très forte, puisque derrière Charlie Hebdo, c'est d'abord effectivement toute l'histoire des caricatures par des journaux européens, suédois, la façon dont des éditeurs finalement ont pris leurs responsabilités et parfois leur courage à deux mains pour publier des dessins dont ils savaient qu'ils provoqueraient des réactions et que ce serait pas forcément simple. Donc par rapport à ça, la question, est-ce que l'on doit craindre, vous pensez aujourd'hui, des restrictions de liberté sur la publication aujourd'hui de ces caricatures pour l'avenir? C'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'on sent quand même, enfin peut-être que vous avez des avis là-dessus, mais on sent quand même des inquiétudes. On l'a vu au moment de l'assassinat de Samuel Paty, où certains ont appelé justement à republier certaines caricatures, et bon, les journaux n'ont pas toujours suivi justement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir quand même, ce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement des tendances à l'autocensure. Maintenant, quand on parle justement, je pense lors du colloque, on avait Sophia Aram qui était venue, et puis bon, quand on rencontre des humoristes comme ça dans d'autres contextes, souvent moi ce qui disons me surprend, ou en tout cas me frappe surtout, c'est justement plutôt que eux ils sont dans un registre où ils se disent non, on réfléchit pas non plus tout le temps, parce que sinon effectivement on fait plus rien, et donc qui quand même conserve quand même une forme de liberté d'expression justement qui est assez frappante peut-être, je trouve. Ouais. C'est-à-dire, je me disais que quand on enseignait la caricature, tu vois, du 19e siècle, début 20e siècle, avec mon collègue Christian Delporte qui a fait sa thèse sur la caricature, ouais. Donc on enseignait au même bahut et on choisissait nos textes ensemble, nos caricatures ensemble. Mais quand on voyait, je sais pas, l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé et la table est ravagée et tout ce que vous voulez, voilà. Et il n'y avait pas de ce problème de réception parce que les gens lisaient la presse. Et ce que je me dis, c'est que dans ta question de tout à l'heure, l'ambiguïté, c'est pas seulement l'éducation média, c'est une espèce, c'est ces fameuses plateformes dont tu parlais qui font que ces dessins sont connus. C'est-à-dire que c'est plus Charlie Hebdo avant l'affaire et l'horreur, la tragédie, ce
tirait à 30 000 exemplaires, ça, ne vivait que grâce à des aides d'État. Donc finalement, et ça relance via ce drame une terrible réflexion sur la situation. Donc je me dis que c'est même pas la caricature en elle-même, c'est aussi le poids qu'on lui donne via les réseaux sociaux qui est important. Voilà, on a abordé avec vous, Cédric Passard, aujourd'hui cette question qui est sensible, qui est brûlante. Nous l'avons fait avec beaucoup de spontanéité, après avoir écouté votre présentation qui était tout à fait passionnante. Et donc, on doit terminer. Et je voulais également vous inviter véritablement à vous procurer l'ouvrage, parce que au travers de vos questions, je sens plus qu'un intérêt pour ces sujets, et je dois dire que je l'ai lu, il est assez conséquent, mais je l'ai dévoré, et il se dévore. Véritablement, c'est quelque chose de très important pour cette mise en perspective et la compréhension de ces enjeux majeurs pour l'avenir de nos sociétés démocratiques. Un grand merci à vous, bravo.